Le truc le plus contraignant avec les véhicules électriques, c'est de se brancher. Si on peut le faire chez soi, ça va, mais si on doit se rendre à la borne, ça devient encore plus embêtant qu'un plein d'essence traditionnel. Le problème, c'est que pour se brancher chez soi, il faut un parking, une prise ou une borne, encore plein d'éléments qui viennent compliquer l'affaire. Et ça, la marque Yadi l'a bien compris en proposant peut-être le meilleur compromis qui soit, la moto électrique avec batterie amovible. Voici la Yadi Kiness. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur JLS Drive. On se retrouve aujourd'hui pour un essai moto, l'essai de la Yadi Kiness. J'avais déjà essayé sa grande sœur, la Kemper, sur la chaîne il y a quelques mois. Donc je remercie encore une fois la marque Yadi et la concession Frison Scooter à Paris pour le renouvellement de leur confiance. Cette Kiness, c'est donc une moto électrique équivalence 125 du constructeur chinois Yadi. Et on va voir dans cette vidéo qu'elle a beaucoup de super arguments à faire valoir sur le marché face à ses concurrentes. La vidéo de la Kemper, elle avait énormément plu, j'espère que ça sera le cas pour celle-ci aussi. Pour être sûr de rien rater, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de me suivre sur Instagram. J'avais déjà parlé du constructeur Yadi dans ma première vidéo, mais je vais faire un petit rappel. Yadi, c'est l'un des plus gros constructeurs de scooters et motos électriques au monde. Ils vendent déjà des millions d'unités actuellement, surtout en Asie, et s'implantent en France via les concessions Frison Scooter. Si vous cherchez un scooter ou une moto électrique 50, 125 ou même plus, n'hésitez pas à aller voir chez eux. Le modèle que j'essaye est de 2025 et elle a tout juste 1000 km. Comme c'est le premier modèle livré en France, elle a fait quelques salons et présentations, donc elle a un peu souffert. Il y a 2-3 rayures et un cale-pied un peu abîmé. En revanche, aucun bug électronique lié à une pré-série comme sur la Kemper, elle est vraiment finie et ça se sent, c'est très agréable. La température pendant mon essai, à titre informatif, elle était entre 15 et 25 degrés selon les jours. Pour attaquer directement dans le vif du sujet, on va commencer par parler des caractéristiques de la moto. Cette Yadi Kiness, elle est propulsée par un moteur électrique de 5 kW de puissance nominale pour 11 kW en crête, soit 15 chevaux, le maximum admissible pour un équivalent 125. La marque annonce 300 Nm de couple, mais vous étiez beaucoup à faire remarquer dans la première vidéo que c'était le couple à la roue et non pas le couple moteur comme donné habituellement sur les motos thermiques. Cette Kiness, elle est d'ailleurs donnée pour 100 km/h de vitesse de pointe. Pour la batterie, ça devient intéressant. Cette moto, elle est équipée de deux batteries amovibles de 2,3 kWh chacune, soit 4,6 kWh de capacité totale. Les batteries, elles sont en 72 volts, 32 ampères chacune et elles pèsent chacune 13,7 kg. La moto, elle pèse à vide 120 kg avec les batteries. Elle est conduisible avec le permis A1 ou le permis B et la formation de 7 heures et elle est évidemment homologuée pour 2. Pour ce qui est des options, on retrouve un coffre de 16 litres, une marche arrière, un régulateur et une prise USB. Au niveau design, je trouve le gabarit parfait. Il est valorisant mais il reste compact et ça donne un compromis qui est top esthétiquement et sur la route. Le phare avant est joli de 3/4 mais pas trop de face pour moi. Après, les écopes et la boucle arrière, c'est un peu agressif, juste comme il faut, mais pas trop, et ça, c'est super cool. Le feu arrière en logo de la marque, c'est un clin d'œil sympa aussi. Il y a des poignées passagers qui sont intégrées dans la boucle arrière. Elle dispose d'une transmission par chaîne, de roues en 17 pouces et d'un freinage CBS, c'est-à-dire un freinage couplé. Par contre, pas d'ABS, ça c'est vraiment dommage. Côté commande, on retrouve le klaxon, les clignots, le bouton de sélection du mode de conduite, le bouton du régulateur et de la marche arrière. Ici, on a de quoi faire défiler le trip et le reset. Et de l'autre côté, on retrouve les warnings et le commodo de coupe-circuit et de position parking. Au centre, la clé, comme sur la Kemper, au design pas très fancy avec sa télécommande d'alarme. Alarme qui est d'ailleurs très sensible, à peine on met la clé, parfois elle se déclenche. C'est bien qu'il y en ait une, mais bon voilà. Sur l'écran, il y a le nécessaire sans plus. L'heure, les kilomètres et un trip, la vitesse, le mode de conduite et le pourcentage des deux batteries. Il y a aussi un indicateur d'accélération qui est autour du compteur. Un truc que j'adore, c'est le coffre dans le réservoir. On l'ouvre comme ça avec la clé et on peut y mettre vraiment pas mal de choses. Son sac, son antivol, quelques courses ou le chargeur. Et c'est un point que je trouve
trouve excellent sur une moto. Dessous, il y a une plaque que l'on peut retirer pour avoir accès aux batteries. Elles se présentent ainsi, donc on peut les débrancher pour les retirer. La manœuvre, elle n'est pas évidente, mais on prend rapidement le coup de main. Elles ont chacune une grosse poignée robuste pour être transportées et ça se fait bien même si elles pèsent au total 27,4 kg. Le chargeur n'est pas embarqué, il est assez balèze mais il est transportable dans le coffre au besoin. Il y a aussi un connecteur de charge sur la moto pour ne pas avoir à sortir les batteries si vous avez une prise dans le parking. Par contre, ça marche tout sur secteur, les batteries sorties et le connecteur sur la moto. Sous la selle, il y a la batterie d'accessoires qui sert surtout pour l'alarme quand les batteries de traction sont sorties. Pour démarrer, il faut mettre le contact. Donc c'est insupportable comme la camper, la moto elle fait plein de bruit quand on vient mettre le contact, quand on enlève la béquille, quand on change de mode, le bruit des clignotants, l'alarme qui est hyper sensible qui se déclenche dès qu'on met la clé à peine, ça fait des bips. Je trouve ça vraiment insupportable tous ces bips. Et à la rigueur, les warnings pour être en sécurité ou même le clignotant, et encore je trouve que le bruit il est insupportable. Quand on est arrêté au feu et qu'on veut tourner à droite ou à gauche, vraiment ce bruit il est insupportable. Pour enlever le P, il faut retirer la béquille, appuyer sur le frein et appuyer sur P. Le P, c'est un mode qui vient juste couper le contact de la moto, ça n'empêche absolument pas d'avancer en descente notamment. Ça c'est un peu dommage parce que ça veut dire qu'il faudra toujours se garer dans le bon sens entre guillemets, vu qu'on ne peut pas mettre de vitesse pour la bloquer. Donc j'enlève le P et ensuite c'est tout simple, hein, la moto elle avance. Et au niveau des commandes, on a la marche arrière ici, donc il suffit de tourner la poignée et elle recule. Pareil, toujours un bip. Bon, la marche arrière sur une moto de 120 kg, c'est pas le truc le plus utile, mais c'est toujours appréciable de l'avoir comme c'est assez facile avec le moteur électrique. Ici, donc on peut changer les différents modes. Donc il y a toujours ces bruits qui sont insupportables. Et on a le mode A qui est un mode marche où à fond, on va voilà, à 3-4 km/h. La commande du régulateur qui est juste ici, ça c'est plutôt cool. On a la petite prise USB et un très bon point. Je ne sais pas si c'est parce que c'était une pré-série ou si c'est sur tous les modèles, mais sur la camper, je ne pouvais pas reculer sans appuyer sur R. Le moteur électrique venait forcer. Là, même si on est en mode drive classique, peu importe le mode, on peut quand même faire reculer la moto avec ses jambes sans appuyer sur le R. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment appréciable. C'était vraiment chiant sur la camper. Sur la route, c'est un régal à conduire. Je vais le dire de suite, mais pour moi, c'est un bien meilleur compromis que la camper sur plein de points. Déjà, la prise en main est super facile. La selle n'est pas trop haute, le guidon pas trop large et la position assez naturelle. En plus, le poids aidant vraiment, la moto est très agile à basse vitesse, malgré un rayon de braquage qui est correct mais pas incroyable. Elle est fine, donc elle sera parfaite pour les petits gabarits. Vraiment, c'est super simple à prendre en main et les modes de conduite permettent vraiment de gérer l'accélération pour pas se faire peur, pour les novices par exemple. Le châssis est bien. Il n'est pas dingue, mais tout à fait adapté à ce qu'on attend d'une 125. L'empattement court, ça se voit visuellement d'ailleurs, il contribue beaucoup à l'agilité de la moto à basse vitesse, et pour la ville, il n'y a pas mieux. Sur l'autoroute à 100 à l'heure, on peut rouler tranquille, mais c'est pas très agréable parce qu'on sent que la stabilité n'est pas au rendez-vous. Le poids plume de la machine et son empattement court, il n'aide vraiment pas de ce côté. Elle se prêtera à l'exercice occasionnellement, mais il vaut mieux rester sous la barre des 90 km/h pour un confort optimal. La mise sur l'angle à moyenne et haute vitesse, elle se fait correctement, mais le feeling il n'est pas super progressif. Le train avant est un peu flou, on sent que son terrain de jeu favori c'est vraiment la ville, parce qu'elle est vraiment plus saine, plus agréable en courbe à 40-50 qu'à 70-80 km/h. Autant côté partie cycle, je la trouve vraiment sympa en ville, autant sur des routes un peu plus rapides, je suis moins à l'aise. Peut-être que c'est une question de feeling, mais voilà, pour ma part, j'aime pas du tout la façon dont elle prend de l'angle. Les pneus ils font le boulot, le feeling est pas dingue et j'ai aucune info sur la longévité. Je sais pas ce que ça vaut en contrainte sur le mouillé, mais en usage normal, rien à signaler. Le rayon de braquage, je l'ai déjà dit, mais il est pas exceptionnel. Je sais pas pourquoi en plus, parce que la moto est fine et le guidon il a une forme normale, mais bon c'est comme ça. Pour un usage urbain, c'est un peu dommage, mais on se faufile bien quand même. Le freinage, ça c'est un point intéressant. J'ai essayé récemment le Fellow FW03 et son freinage couplé, mal couplé, c'était l'enfer. Quand je mettais les deux leviers en pression et que je venais tirer plus fort sur l'un que sur l'autre levier il revenait et c'était super désagréable. Là le freinage est certes couplé, mais il est bien couplé. Bon, moi je déteste ça, personnellement, parce que quand on vient mettre un filet de frein arrière en courbe par exemple, on sent l'avant qui freine et je trouve ça très dangereux. Mais bon, faut le savoir et ici ça marche plutôt bien, si tant est qu'on apprécie ça.
Je comprendrais que l'avant freine un peu l'arrière pour asseoir la moto, mais l'inverse, c'est vraiment stupide. L'absence d'ABS, en revanche, c'est pas cool du tout. Pour ce qui est du feeling de freinage pur, ça freine bien. Ça mord pas des masses, mais la puissance est là et le feeling correct. Donc franchement, pour l'usage, rien à dire. Quand on veut freiner fort, on peut freiner fort et c'est un bon point. Faut juste pas hésiter à y aller sur les leviers. Le moteur de cette Kiness est lui bourré de qualité. Pour rappel, 5 kW nominal, 11 kW en crête et 300 Nm à la roue. En mode sport, franchement, ça marche vraiment bien. On dose tous les engins standards au feu et les reprises, elles sont super, peu importe la vitesse. On sent un peu le pic de puissance à chaque fois qu'on ouvre les gaz. Et la moto, elle tracte bien. Ça monte vite sur le compteur. Il faut faire attention pour garder ses poids en ville. Le poids aide beaucoup. Comme elle est légère, les 11 kW suffisent à la rendre très dynamique. Les modes Street et Eco sont bien. Street, c'est top pour un usage normal. Et Eco, j'ai trouvé que c'était vraiment mou, mais pourquoi pas. Mais le mode sport, lui, il est idéal pour se sortir de toutes les situations et rouler vraiment en sécurité, même s'il consomme un peu plus d'électricité. C'est fun à rouler parce que c'est un vrai vélo tout léger mais qui watt tout le temps. Il y aura toujours plein de relous qui vont tirer sur l'électrique. Et certes, ça n'aura pas l'aura d'un moteur thermique, ni le comportement, le son et les vibrations. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'amuser un peu au quotidien à son guidon. Au niveau vitesse de pointe, elle est annoncée pour 100 km/h, mais j'ai quand même réussi à prendre 111 avec. Donc pour ce qui est déplacement périurbain, ça se fait quand même super bien. Après à ces vitesses, l'autonomie elle descendra forcément très vite. Le site de Frison Scooter indique que la moto elle dispose de la récupération d'énergie au freinage. Je ne sais pas si c'est une erreur ou que le modèle d'essai n'en était pas encore équipé, mais j'ai senti aucun frein moteur ou quoi, donc ça me semble bizarre. S'il venait à proposer le modèle de série avec, ça serait incroyable parce que l'autonomie est déjà vraiment bonne en l'état actuel. J'ai roulé assez fort avec quasiment tout le temps en mode sport et j'ai fait beaucoup de villes et de périphériques, même un peu de duo. Pour rappel, la batterie elle fait 4,6 kWh et dans cet usage, donc vraiment sans faire attention, j'ai parcouru 74 km avec 85% de la batterie. On peut donc, théoriquement, faire près de 90 km ainsi avec une batterie pleine. La marque annonce entre 100 et 140 km selon l'usage. Je pense que sincèrement, en roulant tranquille, en mode street ou éco, il est possible de faire jusqu'à 110 km avec une charge, car j'ai bien remarqué que dès que je roulais de façon un peu plus calme, stabilisée à 50, la batterie elle descendait vraiment plus lentement. L'autonomie oscillera entre 80 et 100 km en moyenne donc, selon l'usage, avec une charge complète. Une chose à savoir en revanche, c'est que sous les 15% de batterie, la moto est bridée au niveau des performances, donc elle accélère vraiment moins fort. Je pense que la pointe est limitée aussi, mais j'ai pas essayé. En tout cas, il faut le savoir pour pas se retrouver embêté, et puis de toute façon, descendre sous les 20%, je crois que c'est pas très bon pour les batteries, donc voilà, petit point à prendre en compte quand même au niveau autonomie. Pour 1 kWh à 20 centimes, ça fait 92 centimes la recharge, soit environ 1 € pour 100 km, difficile à battre. Avec les options heure creuse, heure pleine et le kilowattheure qui peut descendre à 16 centimes, ça revient même à environ 75 centimes au 100 km, ça reste imbattable. J'ai pas essayé de rouler avec une seule batterie donc je sais pas ce que ça fait. À voir aussi si c'est possible de rouler avec les deux batteries qui n'ont pas le même pourcentage, ça serait je pense à tester, comme ça on pourrait en charger et donc en porter qu'une seule à la fois, car elles sont quand même très lourdes. Pour ce qui est du temps de charge, une charge complète des deux batteries demandera autour de 4 à 5 heures sur une prise 220 volts classique en mode fast. Sur le chargeur, il y a en effet deux modes, donc à voir la différence de temps. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous chargez sur une nuit complète, le mode slow préservera vraiment la batterie. Un défaut important en revanche sur le chargeur qui m'a été fourni, c'est qu'il est extrêmement bruyant. Il y a le bruit de refroidissement, peut-être un ventilateur, mais surtout une sorte de sifflement strident. Et bon, c'est pas très grave, mais c'est quand même bon à savoir. Ce sifflement, c'est très désagréable, donc voilà, pendant la charge, ça peut être un peu contraignant. Aussi, le chargeur, il n'a pas du tout été pensé pour être utilisé sur les bornes publiques, vu que les batteries sont amovibles. Même les bornes avec une prise domestique, comme il n'y a pas de sécurité pour bloquer le chargeur ou quoi, c'est pas utilisable dans cette situation, voilà, il faut le savoir. Le fait que la batterie soit amovible, c'est pour moi un point hyper important et très appréciable parce que ça apporte de la sérénité si on achète la moto. En cas de problème, ou si la batterie devient trop faiblarde, on doit pouvoir la remplacer indépendamment de la moto, et ça c'est un vrai plus. Certes, elles doivent coûter super cher, peut-être entre 1500 et 2500 €, je sais pas, mais c'est toujours mieux que de jeter la moto complète. Et puis évidemment, à l'usage, avoir des batteries amovibles, c'est vraiment un énorme plus pour tous ceux qui n'ont pas accès à une prise pour se charger. Les bornes, c'est bien, mais sur des engins à faible autonomie comme les motos, c'est quand même vraiment contraignant. Donc le fait de se garer en bas de chez soi et de se brancher dans son appartement, c'est un réel argument, je trouve.
La chaîne de transmission elle est moins bruyante sur ce modèle que sur la Kemper, bon point aussi, mais il faudra penser à la tendre et à la graisser de temps en temps. Le duo il se fait correctement mais pas pendant des heures non plus. Après de toute façon l'autonomie le permettra pas trop, donc ça règle le souci. Côté défaut, j'en ai déjà parlé, mais les bruitages, je trouve ça insupportable. Pour sortir la batterie sans faire hurler la moto, il faut bien penser à venir désactiver l'alarme avec la télécommande, après qu'elle se soit activée au retrait de la clé. Pareil, sinon ça bip et c'est relou. Ça, c'est un peu compliqué aussi. Il y a aussi un bruit de frottement dans le moteur un peu désagréable et surtout on se demande si tout va bien. Donc à voir si c'est propre à ce premier modèle ou si c'est comme ça sur la série. L'absence d'ABS, même si les puristes diront que ça sert à rien, je trouve ça dommage sur une moto utilitaire qui va être amenée à rouler sous la pluie, etc. Le poids des batteries aussi, c'est un peu un point noir. C'est un bon point qu'elles soient amovibles et on ne peut pas tout avoir, des batteries légères et une grande autonomie, mais il faut quand même savoir qu'elles font 27 kg ensemble et que tout le monde ne pourra pas forcément les transporter. Un autre défaut, c'est l'absence de compteur range, le compteur d'autonomie restante. J'avais ça sur le FW03 et c'était franchement pratique, mais je crois que Yadi, ils aiment pas parce qu'il n'y en avait pas non plus sur la Kemper. C'est dommage, parce que pour le coup sur des véhicules électriques à faible autonomie c'est vraiment pratique. Maintenant comme la batterie est indiquée en pourcent et que cette Kiness fait environ 100 km d'autonomie, je me suis dit qu'1% c'était 1 km. S'il reste 30% de batterie, il reste environ 30 km, moins les 15% qui sont non utilisables parce que la moto est bridée. Bref, acheter de l'électrique c'est fun. Une question que je me pose, c'est au niveau de la fiabilité. Je sais pas vraiment ce que ça vaut dans le temps et dans les kilomètres, mais on sent qu'il y a eu une volonté de bien faire les choses sur cette moto. Les commodos, les différentes pièces, l'ensemble a l'air solide. C'est absolument pas cheap. Et pour moi c'est un bon signe. Reste à savoir maintenant si elle est aussi fiable que belle, mais ça on ne le saura que dans quelques années. Parlons tarifs maintenant. Cette Kiness elle est disponible chez Frison Scooter pour 6 490 € et pour moi ça c'est un argument coup de massue. Déjà par rapport à sa grande sœur la Kemper qui est proposée à 13 890 €. La 125 est plus de 2 fois moins chère, mais elle est certainement pas 2 fois moins bien. Les batteries amovibles, l'autonomie plus élevée, le coffre, le moteur qui marche quand même très bien en ville. Mais encore une fois, la différence de prix, c'est de toute façon des motos utilitaires avec un petit rayon d'action de par l'autonomie, donc majoritairement destinées à un usage urbain. Et pour cet usage, c'est à mon avis beaucoup plus judicieux de mettre 6 500 dans la 125 que 14 000 dans la grosse. Certes, la Kemper, elle marche vraiment plus fort, mais elle est vraiment plus lourde et dispose d'une autonomie plus faible à cause de sa puissance. C'est un jouet plus marrant, mais un moins bon utilitaire. Elle est moins cohérente dans son ensemble, car elle a une partie cycle vraiment haut de gamme, taillée pour les routes sinueuses, mais une autonomie qui ne permet pas vraiment de faire ce genre de balade. La Kiness a un moins bon châssis, de moins bons freins et des pneus plus bas de gamme d'origine, mais elle est vraiment adaptée à un usage urbain et super agréable à rouler en tant que telle. En plus, avec les 100 kg d'écart en ressenti sur le 0 à 70, on dirait presque que les deux motos elles marchent pareil. Maintenant, par rapport à la Super Soco TC Max qui est affichée à 4 200 € il me semble en ce moment, on a des motos qui sont quand même bien différentes. La Soco elle peut parcourir 60 km d'autonomie réelle, selon les différents essais que j'ai vus, contre 100 pour la Yadi. La batterie de la Soco est unique, donc plus compliquée à manipuler que deux batteries qui sont plus petites, mais surtout elle pèse très lourd, 21 kg. En un seul bloc, ça commence à faire beaucoup. Elle est aussi moins puissante, 3,9 kW contre 5 pour la Kiness. Et en crête, la Soco n'atteint que 5 kW contre 11 pour la Yadi. Ça fait une vraie différence. Je trouve que le tarif de cette Kiness, il est plutôt bien placé. Ça reste une 125 électrique plutôt haut de gamme, mais c'est une proposition cohérente et je pense qu'elle vaut son prix, surtout par rapport à sa grande sœur. Pour conclure sur cette moto, je dirais que c'est un utilitaire ultime pour ceux qui souhaitent de l'électrique dans un format moto et pas scooter et très polyvalent. Elle va partout, en ville et sur voie rapide, elle marche fort, elle freine bien, l'autonomie est vraiment convaincante pour la catégorie. Les petits plus du quotidien comme le coffre et les batteries amovibles, ils font toute la différence pour moi et elle sera facile à prendre en main pour les débutants et c'est un argument aussi. Elle a un comportement qui est fun derrière ses airs de déplaçoir électrique. Le peps, l'agilité, ça donne quand même le sourire quand on roule et c'est toujours appréciable. Le design, personnellement je l'adore, c'est un compromis racé mais pas trop. Elle a une super tête en tout cas. L'autonomie d'environ 90 km en usage normal est très bonne aussi pour la catégorie. Les défauts, c'est les bruits qui sont insupportables et l'absence d'ABS, mais sinon pour ce qu'on lui demande, elle n'en a pas vraiment. Certains trouveront peut-être ça trop cher, mais encore une fois il faut, je pense, le voir comme le haut de gamme du 125 électrique chinois. Pour ma part, j'ai roulé près de 500 km avec, donc le retour que je fais c'est plus qu'un essai, c'est vraiment un retour d'expérience sur 2 semaines d'utilisation intensive. J'ai adoré la moto, elle est super pratique, encore une fois je le redis, mais les batteries amovibles, les presque 100 km d'autonomie, le coffre et l'agilité, la puissance, c'est pour moi les gros points forts de cette machine qui la rendent très pratique et plaisante à rouler. Je recommande vivement ceux qui seraient intéressés d'aller l'essayer chez Frison Scooter pour se faire un avis. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à la partager et donnez-moi votre avis sur la Kiness en commentaire. Je tiens encore une fois à remercier la concession Frison Scooter pour leur confiance
Et puis moi, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!